par la prochaine oratrice, Cléolia Sabot, qui est coordinatrice du fonds Interface, qui a été évoqué par le recteur lors de son allocution introductive. Cléolia. Merci Gérard, merci aussi au comité, merci, super, d'organisation pour son invitation, de me donner la possibilité de vous présenter Interface. Effectivement, ça donnera quelques pistes peut-être, et puis finalement, ça résonne beaucoup avec ce que Mélodie a présenté sur les enjeux, sur les problématiques d'intégration institutionnelle de ressources, etc. Vous le verrez. Je vois dans la salle des têtes connues qui verront certainement cette présentation pour la deuxième, troisième fois. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on voit et on revoit une communauté intéressée par ces thématiques-là. Peut-être que vous découvrirez aussi de nouvelles choses. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Interface, qui est le fonds de soutien à la recherche partenariale de l'UNIL, qui a été lancé en mars dernier. Moi, j'y travaille depuis octobre 2023 avec mon comité de direction. Et puis, vous voyez que là, on parle de recherche partenariale. Alors, on a choisi ce terme-là. On a choisi un terme descriptif qui permet de parler de partenaires, de recherche qui se fait entre différents partenaires. Pourquoi on a choisi ce terme-là? Pour éviter de devoir systématiquement entrer dans les débats terminologiques sur les différentes méthodes et méthodologies pour faire de la recherche participative, collaborative, recherche-action, recherche-création, recherche-intervention, etc. Nous, on parle de recherche partenariale parce que vous le verrez, Interface soutient une recherche qui se fait entre des partenaires académiques et des partenaires qu'on appelle, nous, de terrain. Donc je vais vous présenter un petit peu en quoi ça consiste, quelles sont nos missions, quels sont nos instruments de financement. Mais avant ça, je voulais finalement préciser également que Interface, si c'est un dispositif nouveau, ce ne sont absolument pas des pratiques nouvelles à l'Université de Lausanne. Personne n'a attendu Interface pour faire de la recherche partenariale à l'Université de Lausanne, que ce soit avec le collaboratoire, que ce soit au SMS pour les sciences citoyennes, que ce soit également chez nos chercheurs qui le font, mais qui finalement manquait cruellement de soutien financier, essentiellement, et d'accompagnement. Donc jusque-là, on était sur des pratiques que moi j'aime bien qualifier de sauvages. On faisait ça un petit peu avec les moyens du bord, avec les ressources financières qu'on pouvait trouver, les personnes intéressées, mais il y a finalement très peu de ressources institutionnalisées pour développer ces pratiques, pour développer une communauté, et puis aussi diffuser plus largement ces différentes manières, et nouvelles parfois, manières de faire de la recherche. On parlait de ressources aussi. Interface aujourd'hui, c'est un fonds, c'est pas seulement un fonds, j'y reviendrai, mais il vient aussi pallier. On a la chance d'avoir une direction finalement qui a accepté de pallier d'un point de vue financier les grandes limites qu'on retrouve en Suisse surtout. Tu parlais de la chance que vous avez en France d'avoir un certain nombre de ressources financières. En Suisse, c'est beaucoup plus rare. On a quelques PNR du FNS qui parlent de recherche transdisciplinaire quand on doit inclure des partenaires de terrain. On peut aussi se poser la question de ce que ça veut dire de la recherche transdisciplinaire qui inclut des partenaires de terrain, mais c'est pas non plus, vous le verrez, c'est pas non plus Agora qui a le financement Agora vise à la valorisation essentiellement des projets de recherche. Donc on a quelque chose qui vient vraiment pallier un projet de la direction de l'université sur fonds propres pour venir pallier les manques de financement que l'on retrouve en Suisse. C'est une petite vidéo que vous retrouverez sur notre site internet. Alors, on a différentes missions à Interface. La première étant la catalyse. Ce qu'on appelle la catalyse, c'est qu'on a des chercheurs, des chercheuses, des partenaires de terrain qui ont une idée, qui ont un intérêt, mais qui ne savent pas comment aller plus loin, qui ne savent pas qui approcher, qui ne trouvent pas de partenaires scientifiques ou de terrain pour élaborer davantage leur projet, pour avoir des compétences complémentaires ou des connaissances complémentaires pour élaborer leur projet. Eh bien, cette première mission, c'est la mission de catalyse, et finalement, qui nous permet de mettre ensemble les compétences nécessaires pour élaborer les projets et répondre à ce besoin de terrain. Ensuite, on a une mission évidemment de soutien financier. Donc là, les projets Interface, on les soutient pour les chercheurs et les chercheuses à hauteur de jusqu'à 50 000 francs avec des cofinancements qui sont encouragés. On a également une mission d'accompagnement, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, l'idée, c'est pas de donner de l'argent et de perdre nos partenaires de terrain et nos chercheurs et chercheuses pendant toute la durée du projet, puisque l'idée, c'est d'apprendre ensemble, c'est de créer une communauté, c'est de développer des pratiques, de nouvelles manières de faire de la recherche, à la fois pour les chercheurs et à la fois pour les partenaires de terrain. On a également une mission de capitalisation, parce que Interface, c'est un projet pilote
qui pour le moment, qui doit durer 3 ans. Aujourd'hui, il dure encore 2 ans. On ne sait pas ce que ça deviendra dans 2 ans pour le moment, mais finalement, on a cette mission pendant ces 3 ans de capitaliser. Mais c'est l'avantage de pouvoir essayer, de pouvoir tester, d'avoir cette liberté d'être créatif et créative, d'être novateur et novatrice pour essayer. Et ça, en matière de recherche partenariale, c'est extrêmement précieux. Et finalement, il y a une mission d'intégration institutionnelle. L'idée, c'est pas de développer des projets de manière isolée, c'est de les inscrire dans d'autres missions que l'on a à l'Université de Lausanne. Alors, il y a la question de l'enseignement, comment on peut aussi transmettre ça à nos étudiants et à nos étudiantes. On a la question des carrières, parce que si on a des jeunes chercheurs ou jeunes chercheuses, tu le mentionnais avant, ou des chercheurs plus seniors qui font de la recherche partenariale mais qui sont ensuite sanctionnés dans l'évaluation de leur carrière, bien finalement on doit aussi tenir compte de ça. Donc il y a aussi cette réflexion-là. On a parlé avec Gérard de la protection des données, de l'open science. Donc on essaye aussi d'intégrer toutes ces réflexions-là à d'autres missions institutionnelles pour que ça s'intègre au mieux à notre environnement et pour finalement ce que ce soit le plus organique possible à la fin. Et je vous parlais de ces financements, donc on l'a intitulé fonds. Pourquoi on l'a intitulé fonds? Pour la petite histoire, c'est qu'on sait que pour ce type de projet, on cherche de l'argent. Donc on sait que les chercheurs et chercheuses, les partenaires de terrain vont venir chercher de l'argent, donc on l'a appelé fonds, fonds de recherche partenariale, mais on va pas distribuer de l'argent à tort et à travers, on a élaboré des conditions cadres de financement, et puis après une année de pratique de ces un peu moins, 8-10 mois de pratique de ces conditions cadres, de manière très humble, je partage quand même le fait que ça permet vraiment de cadrer très très vite le type de projet, le type d'attente que l'on a pour le financement, et ça fonctionne particulièrement bien. Donc la première condition, c'est que ça réponde à un besoin de terrain. Un besoin d'un partenaire non académique qui peut être une association, un partenaire d'une administration publique, une entreprise, une ONG, un collectif citoyen, des fondations, mais des partenaires qui ne sont pas rattachés à une université et qui ont une problématique. Quelquefois, l'intérêt peut aussi venir des chercheurs et des chercheuses, auquel cas on les accompagne aussi pour trouver des personnes qui sont intéressées potentiellement par ce projet. C'est arrivé seulement 2 fois pour le moment. Ensuite, on a la codirection des projets, donc on parle de cette hiérarchie des savoirs, de comment on va articuler les connaissances, les compétences, ce que chacun et chacune peut amener à ce projet. Nous, ce qu'on exige, c'est que le projet soit systématiquement codirigé entre le et la chercheuse et le ou la partenaire de terrain. Donc ça veut dire que la responsabilité scientifique du projet, elle est du côté du chercheur, mais tout le reste, au niveau de la direction du projet, tout cela est systématiquement partagé, et la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Ensuite, on a la question des livrables. Alors, les livrables, ils doivent être non exclusivement académiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que les chercheurs, pour leur carrière, ils doivent publier. Donc on a élaboré aussi tout un cadre pour veiller à ce que le cadre nécessaire à la publication de ce type de recherche, donc aussi à ce dont ont besoin les chercheurs pour la suite de leur travail, soit protégé. Un exemple particulier, plus spécifique pour imager cette notion-là, c'était une association qui voulait garder la propriété intellectuelle et le droit d'auteur du projet et des données. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a refusé. Soit c'est partagé avec les chercheurs, mais on va pas aller de l'avant avec un projet où la propriété intellectuelle et le droit d'auteur n'est pas partagé avec les chercheurs, ce qui les empêcherait ensuite d'aller plus loin et de publier. Donc on pose ces questions-là, on pose qui sera dans les auteurs des publications, qu'est-ce que vous allez produire, ça c'est pour la partie scientifique s'ils veulent le faire, mais c'est complètement facultatif parce que ce qu'on veut qu'ils produisent, c'est du non académique. Ça peut être des rapports, des conférences, des ateliers, des flyers, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des pièces de théâtre. Ça peut être différentes formes de livrables. Et là, finalement, ça amène aussi les chercheurs à sortir de leur zone de confort pour aller imaginer comment on peut diffuser, comment on peut rendre accessible, et surtout rendre utile cette recherche et les livrables aux partenaires de terrain. Et surtout, c'est élaboré avec les partenaires de terrain. La question des résultats à moyen terme et de l'impact identifié. Alors, résultat à moyen terme, pour la petite histoire, au début, on avait dit à court terme, mais quand on a dit à court terme pour les chercheurs, il y a une petite crispation. Donc, on a dit à moyen terme, ça veut dire que c'est des projets qu'on soutient entre 12 et 18 mois en moyenne, et avec un impact identifié. Alors moi, ça m'amène effectivement à peut-être réfléchir davantage à ce terme, et puis à le repenser par la suite, mais c'est simplement que ça leur permet d'identifier, mais qu'est-ce qu'ils veulent changer, quelles sont les pratiques, quelles sont les prestations, quels sont les services, quelles sont les politiques qu'ils souhaitent changer, et ce sur quoi ils souhaitent intervenir, et ils doivent se positionner, et ils doivent le concrétiser aussi au début du projet.
Ensuite, dans cette mission d'accompagnement, on a des labs, donc c'est des moments de rencontre. Une fois qu'ils ont déposé le projet, qu'ils ont été sélectionnés, ils ont l'obligation de participer à 3 temps de rencontre pendant le projet. Où là, en fait, ils vont rencontrer d'autres partenaires de projet, d'autres équipes. On va absolument pas parler du contenu et du cadre scientifique des projets, mais de la manière de travailler ensemble, de la collaboration, du processus, ce qui nous permet aussi, nous, de créer cette communauté. Ça fait partie aussi des missions qui nous ont été adressées par la direction. Et puis finalement, à la fin, un reporting scientifique et financier, participer à une évaluation, ça c'est plus formel. Ça, c'est vraiment ce qui nous permet de donner la nature et l'identité même des projets qu'on soutient et de les distinguer aussi d'autres types de projets qu'on pourrait soutenir, mais qui ne sont finalement pas de la recherche partenariale. C'est un petit processus de comment se passe un projet. Moi, j'ai ce que j'appelle un guichet. C'est un endroit où les personnes peuvent prendre rendez-vous avec moi pour, si elles ont une idée, si elles ont une envie, moi je les reçois, on discute. Donc je sais jamais ce sur quoi je vais tomber, ce que va être le projet, quelle personne ça va être. Et puis on discute et puis ensuite on regarde un petit peu si ça correspond au cadre d'interface, si Interface est le bon interlocuteur pour élaborer ce projet. Et puis ensuite on va aller chercher les chercheurs. Moi je peux les mettre en contact. Et puis ensuite on va élaborer le projet ensemble. Donc tout ce processus d'accompagnement, le projet est déposé en ligne avec la sélection, avec un comité de sélection, autant des critères scientifiques et stratégiques. Je ne vais pas aller plus loin à ce stade-ci. Et puis ensuite, c'est 3 labs. Donc, on voit que c'est vraiment un processus qui va se construire à la fois avec les partenaires de terrain, avec les chercheurs, avec notre communauté, pour vraiment apprendre. Et l'expérience que j'en ai de ces 10 derniers mois, c'est que tout le monde est très très curieux de ces nouvelles manières de faire et de toutes les connaissances et compétences qu'ils ont à disposition grâce à leurs partenaires, que ce soit scientifiques ou de terrain. On a 3 types d'instruments de financement. Le premier, c'est un appel à projet continu, où là, ça permet de déposer les projets en continu, au fil de l'eau. Quand les projets sont prêts, ça nous laisse le luxe, honnêtement, de prendre le temps d'élaborer les projets, d'avoir aussi la qualité nécessaire au dépôt des projets. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très apprécié par les équipes de recherche, parce qu'on prend le temps. Et on va valoriser le fait de prendre le temps, on va leur dire, moi je leur dis aussi, s'ils veulent soumettre et que le projet me semble pas prêt, je leur dis, à mon avis c'est pas prêt, vous pouvez déposer, mais à mon avis il va pas passer. Et ça m'est arrivé. Et puis finalement, oui, en général, ils sont assez preneurs des conseils qu'on peut leur donner. Ensuite, on a 2 types d'appels à projets ponctuels, où là on a des appels à projets avec des partenaires institutionnels, par exemple avec la ville de Lausanne, où là on est en train d'en préparer un avec le canton de Vaud et le canton du Valais, où là on a un cofinancement. Ça veut dire qu'on a l'UNIL qui finance une partie et le partenaire de terrain qui finance la même chose, et on lance un appel à projet en commun. Et puis le troisième, qui est un appel thématique. Chaque année, on aura un appel à projet thématique qu'on a là calqué sur les thématiques du plan d'intention de la direction. Cette année, c'est sur la santé et articulé aux enjeux de durabilité. J'y reviens juste après, qui là nous permet aussi de créer toute une communauté autour de cette thématique-là. Et puis finalement, on a un instrument de financement aussi pour les étudiants qui s'appelle Confluence, qui fonctionne comme une boutique des sciences, qui là permet aussi de proposer aux étudiants de développer des projets de recherche partenariale dans le cadre de leur mémoire de master. Et là, ils sont accompagnés. Et c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, mais le gros avantage, c'est que c'est souvent un processus qui a un très joli pont entre entre le temps des études et l'intégration sur le marché du travail, mais également un moment où ils peuvent où ils peuvent finalement sortir de ce temps très individuel, très solitaire du mémoire de master, où on a alors à ce moment-là beaucoup plus de collectifs, puisqu'on les accueille aussi dans des labs, dans des temps de rencontre. Donc cet appel à projet, on l'a pareil élaboré avec des partenaires de terrain et des chercheurs. On est allé les rencontrer avec la chef de projet, Julia Olguera, où on est allé les rencontrer pour savoir quelles étaient les thématiques vives sur cette question de la santé et de la durabilité. On a identifié 5 axes prioritaires. Il est actuellement en cours. On a eu un workshop mardi, il y a 2 jours, où on a à peu près une 40aine de personnes intéressées, mais il est actuellement en cours, donc si ça vous intéresse, il est toujours ouvert jusqu'à début novembre. Et puis là, l'idée, c'est vraiment d'aller creuser, d'aller vraiment approfondir cette thématique santé et durabilité avec différents projecteurs sur différents points d'intérêt. Et là, ça vient aussi de Volteface, qui était une initiative du Centre de compétences en durabilité depuis 2014. Donc là aussi, c'est une expérience qu'on valorise à l'UNIL.
des exemples de projets, j'arrive à la fin, qu'on a soutenu. On a un projet qui s'appelle Psyché, qui est sur le vécu des patients en thérapie assistée par psychédéliques, parce que ce que disaient les chercheurs et les partenaires de terrain, c'est qu'on a beaucoup de données biomédicales sur ce que font les psychédéliques aux patients en thérapie assistée par ces substances, mais on a très peu de données sur le vécu de ces personnes-là, sur comment les patients vivent, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que ça leur apporte, quel est l'intérêt. Donc là, c'est avec une association active en Suisse romande. On a un projet Immerveille sur le co-apprentissage de la sécurité dans les zones urbaines, où là, c'est en fait ils scannent toute une zone ici du centre-ville de Lausanne où il y a pas mal de problématiques de sécurité publique, et en fait ils travaillent avec les transports publics lausannois et la police municipale pour aller en fait identifier des scénarios sur des points de vigilance en matière de sécurité publique, quelles sont les réactions des personnes, qu'est-ce qu'ils feraient dans certaines situations et comment on pourrait finalement améliorer l'aménagement d'espaces publics. En particulier là on a aussi l'opportunité, c'est tout récent, mais il y a le réaménagement de la place de la Riponne, et donc ça pourrait être aussi un levier d'utilisation et de sens de cette recherche. Finalement, un autre projet, que c'est le premier et le dernier sont les tout premiers projets qu'on a soutenus. Chaque Vaconte qui a un projet qui souhaite travailler sur les conditions de participation politique des personnes avec déficience intellectuelle. Comment finalement on peut accompagner ces personnes-là dans l'exercice de leurs droits démocratiques, leurs droits de vote, et comment finalement on peut rendre accessibles les objets de votation, qui sont de loin pas forcément accessibles à toutes et tous. Et puis en Suisse, comme on vote beaucoup, c'est un vrai enjeu, beaucoup et souvent. Donc là, c'est un projet qui sera porté avec un partenaire d'une fondation pour des personnes en situation de handicap, qui a déjà une énorme expérience sur cette question-là, qui fait déjà des ateliers, qui fait déjà cette question de l'accessibilité des objets, en l'occurrence démocratiques, donc des objets de vote, pardon. Donc voilà, c'est un projet qui va être tout prochainement lancé. Et puis finalement, je terminerai là-dessus, quelques apprentissages après une année. La question des apprentissages réciproques et de l'accompagnement qu'on leur propose, moi j'étais assez... je savais pas du tout comment les partenaires de terrain et les chercheurs allaient recevoir on leur impose un certain accompagnement, on leur demande d'y participer. Je savais pas du tout comment ça allait être reçu, en particulier pour des chercheurs qui aiment être parfois très très indépendants dans leur pratique. Et finalement, c'est extrêmement bien reçu, tant par les partenaires de terrain que par les chercheurs. Donc ça, voilà, Mélodie en a parlé avant, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien reçu et qui demande très volontiers. J'ai jamais eu à m'imposer dans l'élaboration d'un projet, il m'y inclut tout le long. L'appel à projet continu, je vous le disais, c'est vraiment un chouette instrument, parce que ça permet vraiment de prendre le temps d'élaborer ces projets, de valoriser la qualité du projet et pas la deadline où on est en train de tous finir le projet la veille et où on n'a pas finalement pensé à certains points de vigilance. Donc ça, c'est un très bel apprentissage. Et puis cette fonction de guichet, si vous avez l'opportunité de mettre en place ça dans une université, c'est pas quelque chose qui est très coûteux, si ce n'est une personne qui connaît bien votre institution et qui permet en fait de faire le relais, parce que pendant toute une phase de consultation, d'ailleurs je crois que c'était dans une association qui est présente aussi aujourd'hui, qui disait mais nous on a envie de travailler avec l'UNIL, mais on sait pas comment l'aborder, on sait pas comment y accéder. L'UNIL c'est un peu une grande maison, on voit la porte mais on trouve pas la poignée. Et le guichet, quelque part, c'est un peu la poignée, c'est la porte, on nous ouvre, et on sait comment on peut entrer à l'UNIL, et puis ensuite, des fois ça concerne absolument pas l'interface, et puis je redirige, mais ça c'est un dispositif très léger, mais qui pour une université est extrêmement intéressant, extrêmement utile, et qui en matière d'ouverture à la cité est, à mon sens, en tout cas l'expérience qu'on a depuis une année, extrêmement important. Et un point finalement sur l'appel à projet continu, je dirais ça aussi, moi je sélectionne jamais les projets, et je le dis aux partenaires de recherche, ce qui me permet d'être le plus à disposition possible dans l'élaboration des projets, de ne pas avoir de conflit d'intérêt dans les comités de sélection, et de leur donner toutes les ressources, les conseils que je peux leur donner. Et ça, c'est un rôle qui est extrêmement intéressant et qui est vraiment une ressource pour eux, pour finalement élaborer au mieux leur projet, comme je disais, primer la qualité.
la qualité des projets en premier. Je terminerai aussi, puisque je sais qu'il y a plusieurs institutions, plusieurs autres écoles associées à cette semaine et à ces événements. On sait qu'on n'a pas toutes les expertises à l'UNIL, et heureusement. On sait qu'il y a plein d'autres expertises qui sont présentes dans d'autres écoles, dans d'autres hautes écoles, chez d'autres partenaires, et que on est non seulement ouvert, mais très intéressé à collaborer sur différents projets, sur peut-être des appels à projets en commun, mais que ça permettra aussi de dynamiser, comme vous l'avez fait cette semaine, les relations avec nos partenaires et autres hautes écoles. Voilà, je suis à disposition. Toutes les informations sont sur Internet, sur notre site, avec aussi un vademecum qui permet d'élaborer les projets. Peut-être que ça peut vous intéresser, ou là, c'est un outil qui permet d'accompagner l'élaboration des projets sur le site Internet. Et je reste volontiers à disposition s'il y a des questions par la suite ou par mail. Merci beaucoup, Cléolia. On va peut-être prendre une question avant de passer